Chers élèves, bonjour. Eh bien, de Rechef, nous voici en ligne pour continuer à faire de la pédagogie. Alors, petite trêve. Je ne sais pas combien de temps tout cela va durer encore. Vous avez sans doute eu une semaine difficile. Et oui, parce que vous avez eu beaucoup de travail à faire, ou peut-être pas assez. J'arrive pas à prendre du recul, mais quand je vois ce qui a été donné à mes enfants en une semaine, alors qu'on n'a qu'une connexion internet à la maison, je me dis c'est difficile de tout faire en même temps. Et vous êtes peut-être pour certains confrontés à la même situation. En plus, on vit tous dans la même maison, confinés, c'est un petit peu stressant. Pour ajouter du stress au stress, voilà. Donc je vais dorénavant, donc je vais continuer ces cours, hein, bien sûr. Mais comme on a fini le chapitre précédent, normalement il y aurait dû y avoir une évaluation. Je sais pas encore comment on va faire, voilà. Parce que je sais pas non plus pour combien de temps on va être confiné encore. J'ai du mal à penser que la semaine prochaine nous puissions reprendre directement les cours. Il faut penser qu'en Chine, le confinement il a duré 3 mois, voilà. Donc combien de temps ça va durer, etc. Je sais pas. Voilà, c'est la grande incertitude. J'ai pas de réponse. J'ai plus de questions qu'autre chose. Donc j'espère que ça se passe bien pour vous. Et là où je voulais en venir, c'est qu'il faut qu'on se mette dans l'esprit, peut-être, qu'on est davantage parti pour courir un marathon qu'un sprint. Et dans un marathon, il faut préserver ses forces et son énergie et son moral. Dans un marathon, le moral joue énormément pour pouvoir tenir la distance plutôt que d'essayer d'être à fond tout de suite. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on ait une bonne hygiène de vie. Bon, je vais faire mon prof de morale. Voilà, et j'ai été de cela aussi, c'est-à-dire qu'après avoir fini tout mon boulot hier soir, j'ai décidé de jouer un petit peu en ligne, voilà, pour vous raconter ma vie comme d'habitude. Et du coup, je me suis couché à 1h30, et du coup, ce matin, j'ai du mal parce que j'arrivais pas à dormir non plus. Je sais pas si votre sommeil est troublé en ce moment, mais le mien n'est pas de super qualité. Voilà, 3615 ma vie c'est fini, 3615 vous regarderez sur internet et vous comprendrez, c'est un truc de vieux, même si j'ai l'immunité, nous l'avons déjà dit. Bon voilà, après ces 2 minutes 50 de blabla pour pas grand chose, nous entrons dans le vif du sujet. Nous avons clos le thème 3 d'histoire, il restera un thème en histoire pour finir le programme. Nous attaquons le thème, un nouveau thème de géographie, et c'est le dernier thème de géographie. Il y en a 3 dans l'année. Voilà, donc on attaque le thème 3. Alors attendez, j'ai pas pris mon stylo. Vous allez dire à quoi il lui sert son stylo? C'est pour faire le montage après, parce que évidemment j'enregistre, mais après il faut faire le montage. Voilà, j'aurais pu mettre pause, mais je l'ai pas fait. Donc, bref, nous y sommes. Thème 3, dynamique géographique des grandes aires continentales. Le titre, il est dans le cahier de texte électronique. Je ne vais pas te faire de thème général d'introduction générale pour le thème. Par contre, il faut garder à l'esprit les objectifs qui vont avec ce thème. L'objectif qui nous est demandé dans le programme, c'est de cerner les principales caractéristiques actuelles des 3 grandes aires continentales. Alors ces 3 grandes aires continentales, on parlera d'abord de l'Amérique, on parlera de l'Afrique, et puis on finira sur l'Asie du Sud-Est et de l'Est. Et donc s'il y avait une problématique générale ou plusieurs questions qu'on pouvait se poser à propos de ce thème, ça serait d'abord quel dynamisme géographique on peut observer dans le contexte de la mondialisation, et ensuite quelles sont les évolutions spécifiques. Voilà, donc ça c'est les 2 grandes questions qui vont avec le thème 3. On passe au grand A directement. Le grand A, il est noté aussi dans le cahier texte, le continent américain entre tension et intégration régionale. Nous nous demandons quelle dynamique d'intégration et quelle tension subsiste sur le continent. Quelle dynamique d'intégration et quelle tension subsiste sur le continent.
En Amérique, on est dans l'introduction. En Amérique, on retrouve la seule superpuissance de la planète, les États-Unis d'Amérique. Mais on a aussi un important pays émergent, le Brésil. Donc l'importance de la notion de puissance et de concurrence entre ces deux-là, aux échelles continentales et mondiales, il va falloir les aborder et les garder en mémoire. Ça marche ? Alors, on attaque le petit 1. Le petit 1, l'Amérique, un espace d'échelle continentale contrasté. Premier point, des différentiels de développement importants. On va débuter à l'aide de notre livre et on s'intéresse au document 1 de la page 214. Document de la page 214. Et ici, il faut étudier les IDH, les indicateurs de développement humain, et se poser une question générale. C'est quoi les tendances générales ? Et il faut faire cet exercice en passant par la description. Voilà, une fois que vous aurez fait ce travail, eh bien, je vous propose ici une correction qui fait guise de trace écrite. Eh bien, il faut observer deux choses. D'abord, au nord, on a quand même deux pôles développés, au travers du Canada et des États-Unis d'Amérique. Ils ont les plus gros revenus nationaux bruts. Et leurs IDH sont supérieurs à 0,85. Notons au passage que les États-Unis assurent à eux seuls 3/4 du produit intérieur brut du continent. Donc on a deux pôles développés, mais il y en a quand même un qui est encore plus développé que les autres, qui serait surdopé. Au sud de ces deux pôles, on a un ensemble qui est hétérogène. Quand on regarde les IDH, on se rend compte qu'ils sont diversifiés. On a par exemple 0,47 pour Haïti, 0,77 pour le Brésil. Alors, bien souvent, pour parler de cet espace qui est au sud, on utilise l'expression d'Amérique latine. J'y reviendrai massivement. Dans cet ensemble hétérogène qui est au sud de ces deux pôles, on a des poches de pauvreté massives. Alors c'est le cas évidemment à Haïti, c'est le cas aussi au Guatemala, c'est le cas au... Alors Guatemala c'est G-U-A-T-E-M-A-L-A. Haïti c'est avec un I-A, H-A-I-A-T-I. On a le Honduras, H-O-N-D-U-R-A-S. Et puis le Nicaragua qu'on peut citer également, N-I-C-A-R-A-G-U. Donc on a des poches de pauvreté massive, je vous ai donné des exemples des endroits où c'était le cas, et on observe aussi des inégalités importantes au sein même des États. C'est-à-dire quand on fait varier l'échelle, quand on prend certains de ces États qui ont pourtant des IDH plus intéressants que les autres, c'est le cas par exemple pour le Brésil, eh bien on a des écarts d'IDH régionaux qui sont importants entre le nord et le sud, par exemple. Le document 2 de la page 243, il illustre cette diversité régionale qu'on retrouve au sein même des États à l'échelle des régions. Et puis on peut encore faire varier l'échelle, c'est-à-dire que de la région on peut passer à la métropole, à la ville, à l'ensemble urbain. Et là je vous invite à regarder la diapositive qui sert d'illustration, de vignette à ce cours qui est sur YouTube. On est ici sur une photographie qui a été prise à Sao Paulo. On est dans des immeubles sécurisés dans un quartier, le quartier de Morumbi, M-O-R-U-M-B-I. Et ces immeubles sécurisés, ils sont juste à côté d'une favelas, d'un bidonville.
d'un quartier auto-construit. Et on a un mur qui sépare les deux ensembles. Ces deux ensembles, ils s'inscrivent dans une partie de la ville qu'on appelle Parassépolis. Alors Parassépolis, c'est P-A-R-A-I-S-O-P-O-L-I-S. Donc on a des différentiels de développement importants. Et ces différentiels de développement importants, eh bien, ils génèrent des migrations importantes. Alors, migration importante, d'abord, on peut observer un exode rural. C'est-à-dire qu'on a des ruraux qui partent vers les métropoles, et c'est plus vrai pour l'hémisphère, enfin pour la partie sud du continent que pour la partie nord, mais on retrouve aussi le même processus au nord. Et puis ensuite, on a des migrations qui sont à l'échelle continentale et qui vont du sud vers le nord. Et ce gradient du sud vers le nord, on le retrouve lui aussi à plusieurs échelles. C'est-à-dire qu'on a des habitants de l'Amérique du Sud qui cherchent à gagner l'Amérique du Nord en passant par l'Amérique centrale, et puis au sein même des États, on retrouve cette même problématique. On a ainsi beaucoup d'habitants du Guatemala qui migrent vers le Mexique. C'est-à-dire que le problème qu'on rencontre à la frontière sud des États-Unis, on le retrouve à la frontière sud du Mexique. Ça marche, donc il y a un problème, enfin pas un problème, mais il y a un phénomène de migration qui est important. L'Amérique latine. L'Amérique latine, on peut noter que c'est la zone la plus inégalitaire du monde. Elle comprend 10% de la population mondiale. Ce qui n'est donc pas anodin. C'est la zone la plus inégalitaire du monde. Alors oui, alors pourquoi je vous dis ça? C'est pas qu'on y retrouve 10% de la population mondiale, mais c'est pas, il y a un problème là. Donc l'Amérique latine, c'est la zone la plus inégalitaire du monde. Oui, je vous fais même raturer en courant en ligne. Trop fort, monsieur Lejeune. Il y a 10% de la population qui possède plus de la moitié des revenus de tout le continent. C'est-à-dire que si on prend de l'Amérique latine elle-même, la partie sud du continent. C'est-à-dire que dans cette partie sud, il y a une inégalité de la distribution des revenus. Il y a 10% qui ont plus de la moitié des revenus. Ce qui illustre bien ici les différences. On passe maintenant au deuxième point. Des contrastes culturels et des métissages. On peut noter que le Canada et les États-Unis partagent un point commun. Ce sont des pays anglophones. Bon, faut mettre de côté quand même le cas particulier du Québec, qui lui est francophone. Ces pays anglophones, on parlait du cas particulier du Québec. Je vais y revenir, pardon. Donc, pour faire simple, on a le Canada et les États-Unis qui sont des pays anglophones. Cas particulier, le Québec, qui s'oppose à une Amérique latine, qui elle est majoritairement de langue espagnole et portugaise. Et puis en Amérique latine, on a quand même là aussi des poches francophones. C'est-à-dire qu'en Guyane, dans les îles des Antilles, on parle le français. Et puis on a aussi des poches néerlandaises. Dans les Antilles néerlandaises, à Saint-Martin, on a aussi des gens qui parlent le hollandais. Bon, s'ajoute aussi beaucoup de créole pour cette Amérique centrale. Alors, cette diversité linguistique, le document 1 de la page 206, il l'illustre à sa façon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi des variations dans les États, et notamment dans l'état des États de ce continent, les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'est une terre de multiculturalisme. Et aux États-Unis d'Amérique, le poids des hispaniques, des Américains, des États-Uniens, qui parlent l'espagnol, il est de plus en plus grand. Au point où, en Californie, par exemple, il y a deux langues officielles, il y a l'anglais et l'espagnol. Au Brésil et aux États-Unis,
on retrouve également l'existence de minorités amérindiennes. Donc on a des Amérindiens qui seraient les premiers occupants en comparaison des Européens qui sont venus s'installer. On les qualifie souvent d'indigènes. Et ces indigènes, parfois ils arrivent au pouvoir. Ça a été le cas pour Enio Morales, E-N-I-O plus loin M-O-R-A-L-E-S, qui est arrivé au pouvoir en Bolivie, par exemple. Donc en Bolivie aussi, on a une présence de minorités amérindiennes. Alors, on peut noter la définition d'indigène dans notre cahier. Alors je vous donne la définition. Donc par indigène, on comprend les habitants appartenant à un groupe ethnique présent dans le pays avant la colonisation. C'est-à-dire que si vous mobilisez ce terme d'indigène, il faut le définir tel quel. Les habitants appartenant à un groupe ethnique présent dans le pays avant la colonisation. Alors, on peut remplacer pays par territoire. Autre document qui nous intéresse, c'est le document 1 de la page 223. Document 1, page 223. Alors, je fais deux trucs en même temps, c'est parce que je vous ai expliqué pourquoi, je vais pas y revenir. Donc, là, on a le cas de ce qu'on appelle on peut se référer au portunol. P-O-R-T-U-N-H-O-L. Le portunol, c'est une forme d'hybridation qu'on peut observer entre les langues portugaises et espagnoles, qui partagent des points communs. Et puis finalement se développe à certains endroits en contact des populations qui parlent l'espagnol et le portugais, une forme de créole qui mélange les deux langues. Les Malgaches appellent ça le varamnan. Le varamnan, c'est une sorte de plat de pâte dans lequel on rajoute des légumes et on mélange plein de choses. Et en fait, quand les Malgaches ils parlent à la fois le malgache et puis le français, ils disent qu'ils font du varamnan. Bon bref, parlez pas de varamnan dans votre copie, mais le portunol c'est un exemple d'hybridation. On parlait des contrastes culturels et des métissages, et bien là on est dedans. Alors dans ce petit 1, il y a une dernière partie à aborder, c'est celle qu'on va faire maintenant. Donc dans nos cahiers on note des régimes politiques clivés. On peut observer un morcellement politique de l'Amérique centrale. Et ce morcellement politique de l'Amérique centrale, il est lié à une histoire politique. On a eu des régimes autoritaires. On a eu des guérillas qui ont été présentes. C'est le cas par exemple au Nicaragua, c'est le cas à Cuba. Et donc, on a ici donc des régimes autoritaires qui sont liés entre guillemets à cette histoire politique. Et puis on a aussi des régimes démocratiques. Les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Brésil, l'Argentine, même s'il y a eu des moments où le Brésil et l'Argentine n'ont pas été des démocraties, qu'on pourrait discuter avec l'élection de Bolsonaro, B-O-L-S-N-A-R-O, au Brésil. Si le Brésil est encore une démocratie, on verra au moment des futures élections. Et l'Argentine a aussi été une dictature à un moment donné, mais en l'état actuel, ces 4 pays sont des démocraties. Quand on parle des régimes politiques clivés à l'échelle du continent, on peut dégager aussi l'existence d'oppositions idéologiques. Oppositions idéologiques parce qu'on a des pays qui affirment un régime socialiste, d'obédience socialiste. C'est-à-dire qu'ils se reconnaissent dans le modèle de l'organisation sociale qui est socialiste. C'est le cas par exemple pour Cuba, et c'est le cas aussi pour le Venezuela. Il faut citer ces deux exemples. Et puis, en opposition à ces régimes socialistes, existent aussi des régimes libéraux. Alors pour pas citer les États-Unis d'Amérique, on peut citer le cas de la Colombie ou du Mexique, qui sont 2 pays qui ont des régimes plutôt libéraux. Quand on parle des régimes politiques clivés, on peut s'intéresser aussi au document 15 de la page 23, qui nous permet de se rendre compte que
s'il y a des différends, notamment entre les États-Unis et le Venezuela, là on a encore une bisbille entre guillemets, une opposition très forte, un clivage très fort entre ces deux pays. Il y a des rapprochements qui s'opèrent. C'est-à-dire que pendant longtemps, Cuba c'était l'ennemi juré des États-Unis. Rappelez-vous la crise de Cuba, le débarquement à la baie des Cochons, la crise des missiles. Il y avait une fracture importante entre les États-Unis et Cuba, et puis finalement, avec Barack Obama, il y a quand même un rapprochement qui s'est opéré. Barack Obama s'est rendu à Cuba en 2016. Donc il y a ici une volonté de rapprochement qui est en train de s'opérer. Ce clivage, il n'est pas définitif. C'est ce qu'on pourrait retenir. Petit 2. Une Amérique sous tension. Premier point, l'impact de l'hégémonie des États-Unis d'Amérique. Alors l'hégémonie, le mot on l'écrit H, E accent aigu, G, E accent aigu, M, O, N, I. De toute façon, je vous rappelle que vous avez le plan du cours, la structure du cours sur Pronote, et donc elle est indispensable en termes de consultation. Alors l'Amérique latine, pendant longtemps, elle a été sous la domination géopolitique des États-Unis d'Amérique. C'est un legs, un héritage de ce qu'on appelle la doctrine Monroe. Monroe, M-O-N-R-O-E. C'est-à-dire que pour le président Monroe, le continent américain, c'était la chasse gardée des États-Unis d'Amérique, qui constituait le nouveau monde. Et pour Monroe, il était hors de question que l'ancien monde, l'Europe, continue à s'immiscer dans les affaires du continent. C'était la chasse gardée des États-Unis d'Amérique. C'était leur backyard, leur arrière-cour. Et voilà pourquoi, pendant longtemps, les États-Unis d'Amérique ont été très interventionnistes sur le continent américain et notamment sa partie sud. Ils sont intervenus au Chili, C-H-I-L-I. Ils sont intervenus à Panama, P-A-N-A-M-A. Et puis, évidemment, ils sont intervenus dans l'histoire de Cuba, et puis jusqu'à ce que Cuba devienne socialiste. Mais même quand Cuba est devenu socialiste, il y avait la volonté d'intervenir et de faire en sorte qu'un régime politique cubain ne puisse pas voir qu'un régime socialiste cubain ne puisse pas voir le jour. Le débarquement dans la baie des Cochons en était une illustration, mais aussi un échec. Aujourd'hui, on observe que l'Amérique latine, elle cherche à prendre ses distances avec les États-Unis d'Amérique. Il y a un sentiment, alors on l'appelle souvent le sentiment d'anti-américanisme. En réalité, c'est plus un sentiment alors comment le dire, anti-états-unisme, voilà, faudrait que j'écrive. À l'oral ça bug. Alors, illustration de cette prise de distance. On peut l'illustrer au travers d'un courant qu'on retrouve au Venezuela, donc avec l'ancien président Chavez, C-H-A-V-E-S, et qu'on a retrouvé en Bolivie avec le président Eño Morales. Chavez est décédé depuis, Morales n'est plus au pouvoir. Et le point commun, c'est que Chavez comme Morales, d'une certaine façon, ils ont continué à faire vivre le bolivarisme. Alors ça, le bolivarisme, c'est une notion à noter dans vos cahiers. Alors le bolivarisme, B-O-L-I-V-A-R-I-S-M-E, et le bolivarisme, c'est quoi ? Eh bien, on peut le définir, le bolivarisme, comme un courant politique d'Amérique du Sud, qui se réfère au Vénézuélien Simón Bolívar. Alors Simón Bolívar, il est né en 1783, il est mort en 1830. Il a été incarné jusqu'en 2013 par Hugo Chavez, l'ancien président du Venezuela, ce bolivarisme.
Et c'est quoi qui marque le bolivarisme? On arrive au cœur de notre définition. Eh bien, il prône l'unification des peuples d'Amérique latine, considérés comme dominés, et la lutte contre l'hégémonie états-unienne. Donc il y a cette volonté d'exister en s'opposant aux États-Unis, sous le coup desquels nous serions oppressés. C'est une sorte... alors c'est pas une lecture marxiste, hein, quand le dominé n'est pas à comprendre dans ce sens-là. Ici, on est à la fin du XVIIIe siècle, c'est bien avant finalement la naissance et le développement du marxisme. Donc le bolivarisme, c'est à comprendre dans un sens géopolitique et pas dans un sens socio-économique, même si les interprétations qui sont faites aujourd'hui rajoutent souvent le marxisme. Autre document qui nous intéresse, c'est le document 17 de la page 221. Ce document, il nous permet d'illustrer qu'aujourd'hui les États-Unis d'Amérique ils sont en recul. Barack Obama avait essayé de mettre en place l'étape suivante à l'ALENA. Donc l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, a vu le jour sous Bill Clinton. Et puis l'idée de Barack Obama, c'était d'aller plus loin, de créer la ZLEA, la zone de libre-échange économique américain. Il y avait cette volonté d'aller encore plus loin que l'ALENA. C'est tombé à l'eau parce que de toute façon Donald Trump a déjà du mal avec l'ALENA, donc c'est pas pour agrandir le projet, mais il y avait ce projet de ZLEA qui est pas totalement étouffé, sauf que sous Donald Trump il est plus du tout d'actualité. Donc ZLEA c'est une définition aussi à noter dans nos cahiers. Alors comment définir la ZLEA? C'est la zone de libre-échange américaine, tout simplement. Donc c'est un projet d'extension de l'ALENA à l'ensemble du continent américain. Voilà pour l'impact de l'hégémonie des États-Unis d'Amérique. Deuxième point, dans nos cahiers, on note des tensions de voisinage. Les tensions, elles sont en diminution. Le dernier grand conflit, il date de 1995, et c'était la guerre entre le Pérou et l'Équateur. Alors, les tensions, elles sont en diminution, mais elles existent quand même. Ces tensions de voisinage, elles sont parfois liées à des ressources. Donc on a des contestations de frontières pour accéder à des ressources, notamment des ressources pétrolières, et elles ne sont pas forcément terrestres, c'est-à-dire qu'elles sont à comprendre dans les espaces maritimes. Vous vous rappelez, les zones économiques exclusives, ce qu'elles permettent, on peut observer par exemple qu'entre le Suriname, S-U-R-I-N-A-M, et le Guyana, G-U-Y-A-N-A, il y a des tensions sur la délimitation des zones économiques exclusives, pour des questions de ressources. Autre moyen ou autre variante entre guillemets dans les tensions de voisinage, c'est pas sur les ressources, ça serait sur l'idéologie. Par exemple, le Venezuela et la Colombie sont des ennemis idéologiques et les relations qui existent entre l'un et l'autre, elles sont compliquées. Enfin, dans les tensions de voisinage, il faut aussi noter que parfois on a un conflit qui est propre à un pays qui déborde sur un autre. Par exemple, le conflit colombien. On a en Colombie eu une grande guerre civile avec les FARC, F-A-R-C-S, qui mènent une guérilla à l'intérieur du pays, qui ont enlevé plusieurs personnes, dont Madame Bettencourt. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'actualité, sinon une recherche rapide sur Internet vous permettra de revenir là-dessus. Ce conflit colombien, il déborde. Il déborde sur les pays voisins, l'Équateur et le Vénézuélien. Pourquoi ? Parce que cette guérilla, elle a besoin de s'étendre, elle a besoin de ressources, elle fonctionne parfois un petit peu en
système clos, sans être en relation... c'est-à-dire qu'elle a besoin de trouver ses propres ressources, et puis elle est aussi parfois financée en partie par des pays étrangers qui voient d'un bon œil la déstabilisation de la Colombie. Donc on a ici des tensions de voisinage qui peuvent être liées à un conflit qui semble de prime abord interne, mais qui, parce qu'il est à intégrer dans des rapports de puissance, n'est pas à aborder uniquement qu'à l'échelle interne. Après avoir parlé des tensions de voisinage, il nous faut nous attaquer au dernier point de ce petit 2. Donc on note dans nos cahiers des tensions internes. Tensions internes. Tensions internes, donc le cas du conflit colombien permettait de faire la transition, hein, si vous avez bien observé la structure du cours conférence. Des tensions internes, on observe qu'il y a des violences qui sont généralisées. Violences généralisées, pour plusieurs raisons. On peut, par exemple, prendre l'exemple, on peut l'illustrer par exemple par les inégalités sociales. Le Brésil a fait face en 2013 à d'importantes émeutes, juste avant les Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous étiez peut-être plus jeune et votre mémoire vous fait peut-être défaut, mais à un moment donné on s'est dit, mais ils vont avoir lieu ces Jeux Olympiques ou pas. Bon, ceux de cet été semblent encore plus compliqués, mais à l'époque, les Jeux ont quand même lieu, mais il y avait eu des métros de brûlés, des bus de brûlés, il y avait eu des émeutes urbaines assez impressionnantes. Violence généralisée aussi en lien avec les activités criminelles. Bah oui, activités criminelles parce que le narcotrafic, le trafic de stupéfiants, est très présent en Amérique latine. Et c'est une source de revenus également pour des populations pauvres qui vivent à proximité des populations riches, qui sont les principaux consommateurs de stupéfiants, notamment dans les favelas de Rio. Et on a eu en 2011, par exemple, à Rio encore, hein, donc on est encore au Brésil, des fusillades importantes et des bavures policières. Faut pas avoir peur des mots. Alors il y a une chanson d'un artiste français satirique qui s'appelle Didier Super, par exemple, qui fait une chanson là-dessus, il faut brûler les enfants, bon, et qui revient sur des exactions commises par des policiers brésiliens. Violence généralisée aussi, la Colombie avec les FARC, on y revient. On aurait pu commencer par ça pour faire la transition aussi. Bon, je vais pas m'étaler, on l'a déjà évoqué. S'ajoutent les revendications indigènes. Au Canada, en Bolivie, on a des indigènes qui demandent à accéder aux ressources, qui demandent un droit sur la terre, en la légitimant comme descendants de leurs ancêtres, qui s'opposent à des réalisations de projets, notamment des grands oléoducs qui traversent leur territoire. Donc elles sont à inclure dans ces tensions internes. Et puis enfin, bien sûr, on retrouve des revendications itérées, sociologiques. Si on va aux États-Unis d'Amérique, par exemple, le traitement des Noirs américains par la police des États-Unis fait là aussi l'objet de débats. Hein. On a eu pendant le hashtag, alors c'était quoi machin live matter, la vie des Noirs compte aussi, enfin des Afro-Américains, ou je sais plus comment c'était formulé, mais ce hashtag à l'époque a dû vous marquer puisque vous aviez déjà l'âge de consulter des réseaux sociaux. Voilà, donc on a des revendications identitaires et sociologiques, notamment pour l'égalité. Et aux États-Unis d'Amérique, eh bien, on a eu des soulèvements des quartiers pauvres, qui sont principalement des quartiers noirs, liés au ghetto. Pourquoi ? Parce qu'on a une inégalité en fait en lien avec les catégories sociales et la couleur de la peau aux États-Unis d'Amérique. Les descendants d'esclaves sont moins riches que les autres États-Uniens et ça génère des tensions et des violences qui éclatent de temps en temps dans des processus d'émeute. Voilà, ça c'était pour notre petit 2. On passe à la dernière partie, petit 3, des logiques d'intégration. Encore une fois, on va diviser tout ça en 3 sous-parties. Et le premier point, on note la logique d'intégration du Nord.
pour étudier la logique d'intégration du Nord, je vous invite à ouvrir vos livres à la page 218. Il y a deux documents qui nous intéressent. Ce sont les documents 7 et les documents 9 de cette page. Donc je vous laisse prendre connaissance des documents. Alors, l'initiative des États-Unis d'Amérique, c'est d'étendre le libre-échange. D'étendre le libre-échange par l'ouverture des frontières. En fait, depuis 1994 a été créée l'ALENA. Et cette ALENA, qui concerne les États-Unis d'Amérique, le Canada et le Mexique, permet le libre-échange de ces trois États par l'ouverture de leurs frontières. En fait, l'ouverture économique de leurs frontières. À l'image de l'Union européenne, en fait, Bill Clinton, ici, voulait copier ce qui s'était fait en Europe et qui a généré le marché commun, une croissance très importante pour les pays européens. Donc l'idée, c'était pour Bill Clinton de faire la même chose sur le continent américain au travers de ces trois acteurs, Canada, États-Unis, Mexique, du nord au sud. Alors, l'ALENA, évidemment, ça mérite une définition. L'ALENA, c'est l'accord de libre-échange nord-américain, tout simplement, en rouge dans vos cahiers. Alors, pour l'instant, cet accord, il a avantagé surtout les États-Unis d'Amérique. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le fonctionnement de l'ALENA, il est remis en cause par Donald Trump. Donc il faut retenir cela. Deuxième point qui nous intéresse, on note dans nos cahiers, l'Amérique latine à la recherche du développement d'un bloc régional. Et pour ce faire, on va s'intéresser au document 10 de la page 219. Donc pour s'affranchir de la tutelle des États-Unis d'Amérique, les pays d'Amérique latine y visent l'intégration régionale. C'est-à-dire qu'à l'ALENA, il y a une autre réponse d'organisation régionale qui s'est non pas opposée, mais qui a émergé en parallèle, entre guillemets. Cet accord régional, c'est le Mercosur. M-E-R-C-O-S-U-R. Alors le Mercosur, définition à noter dans notre cahier, M-E-R-C-O-S-U-R, je vous l'ai dit en rouge, donc c'est l'union commerciale instituant la libre circulation des biens, des services et des moyens de production entre ces pays membres. Et les pays membres du Mercosur, c'est qui ? Je vous le donne en mille. Le Venezuela, le Brésil, le Paraguay et l'Argentine. Donc ça, ce sont les pays membres. Et on a des pays associés, mais qui ne sont pas des pays membres. Donc il faut savoir que le Mercosur, il a été très soutenu par le Brésil. Pour le Brésil, c'était un moyen d'essayer d'orienter tout un espace économique en leur avantage. Le Venezuela, lui, il a initié une autre alternative. C'était l'ALBA. A-L-B-A. Alors l'ALBA, c'est l'Alliance bolivarienne pour les peuples d'Amérique. Et cette Alliance bolivarienne pour les peuples d'Amérique, c'est pas une organisation économique. C'est une organisation qui est plutôt d'ordre idéologique, de pays qui se mettraient ensemble au travers du bolivarisme, qui serait une sorte de socle commun qu'ils partageraient, et dont l'objectif principal c'est de chercher à contrer l'influence géopolitique des États-Unis d'Amérique sur le continent américain et principalement la partie sud du continent américain. Donc, l'Amérique latine à la recherche d'un développement d'un bloc régional, on a le Mercosur, on a l'ALBA, et puis il existe aussi le CELAC. Le CELAC, C-E-L-A-C. Le CELAC, en fait, son objectif, c'est d'assurer une certaine concertation entre l'Amérique Caraïbe et l'Amérique latine. Voilà, donc on est ici sur trois instances qui cherchent à constituer des ensembles régionaux au travers de différents objectifs. À l'échelle continentale, l'intégration, elle n'a rien de vraiment fonctionnel. Elle est rêvée, elle est espérée pour certains, mais fonctionnellement, elle n'est pas encore si
efficace que cela. Voilà pourquoi on a un forum de discussion qui existe aussi et qui cherche à rendre fonctionnels ces échanges. Ce forum de discussion, c'est l'OEA. Alors l'OEA, cette fois vous avez la définition dans vos cahiers, donc je vous invite à recopier votre définition, cette définition entre guillemets, dans vos cahiers. Alors dernier point pour finir ce cours, une intégration fonctionnelle. Dans la pratique, on observe des développements de projets de transport qui sont censés mieux relier les métropoles américaines les unes aux autres. C'est déjà fonctionnel en Amérique du Nord, cette mise en relation des métropoles, par des aéroports, par des réseaux d'autoroutes, également par des voies ferrées pour le fret aux États-Unis d'Amérique et le Canada, et les relations entre les États-Unis et le Canada sont très fluides à ce niveau-là. C'est beaucoup moins vrai en Amérique du Sud. Alors, certes, on a une des routes les plus connues au monde, la transaméricaine qui relie le Pérou à l'Amérique du Nord. Par contre, en dehors de cet axe nord-sud, dans le sens est-ouest, c'est beaucoup moins vrai. Il y a un projet qui est en cours de réalisation de couloir bi-océanique qui permettrait de relier l'est et l'ouest, mais il n'est pas encore fonctionnel. En fait, l'une des barrières, l'un des freins, c'est la forêt amazonienne qui est en plein cœur de l'Amérique latine et qui nécessite des réalisations de grands travaux pour pouvoir relier les deux océans. Alors, l'autre document qui nous intéresse, c'est le document 3 de la page 220. On peut observer qu'il existe des effets de gradient. C'est-à-dire que malgré les frontières, on a quand même des concentrations de population le long de ces frontières. C'est le cas notamment avec les maquiladoras. En fait, les maquiladoras, c'est quoi? Ce sont des centres de production, des usines qui sont au Mexique, au sud de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Alors que les entrepreneurs américains qui créent ces maquiladoras, eux, ils habitent juste de l'autre côté de la frontière, dans la partie états-unienne, juste au nord, à quelques kilomètres de cela. Et donc le long de la frontière mexicano-états-unienne se développe une sorte de région qu'on appelle parfois la Mex-Amérique, et des villes qui fonctionnent en parallèle, comme des villes jumelles. On appelle ça des twin cities, qui fonctionnent de concert. Enfin, deux documents nous intéressent, page 217, ce sont les documents 3 et 2. Ces documents, ils nous permettent de s'intéresser au flux de population quand on parle de l'intégration fonctionnelle. Or, on a d'importants flux de personnes. D'abord des flux de travailleurs. Et à ces flux de travailleurs, il faut ajouter les flux de touristes. Bon, là, il y a un document qui vous permettrait d'aller plus loin, c'est le document 1 de la page 216. Ce flux de personnes, il génère une sorte de brassage culturel, des échanges, qui ne sont pas aminorés. Et puis on a aussi des flux financiers, il faut pas l'oublier. Et ça, c'est bien dans l'intégration fonctionnelle. Il y a bien des transferts d'argent qui s'opèrent du nord vers le sud, c'est-à-dire que ceux qui réussissent dans les pays du nord transfèrent de l'argent vers le sud, et puis ce sont aussi des entrepreneurs qui investissent une partie de leur argent dans des entreprises du sud pour y espérer une croissance plus importante en lien avec une main-d'œuvre qui est meilleur marché. Et là, le document 4 de la page 217 permet d'illustrer ce processus lui aussi. Voilà, donc vous avez ici l'intégralité, je vais y arriver, du cours du jeudi. Voilà, donc en 2 heures de cours, ce qui était prévu c'était qu'on fasse cela. Eh bien, nous sommes dans les délais, il y a à peu près 45 minutes d'enregistrement, si on enlève le blabla d'avant ça fait un petit peu moins. Et puis vous pouvez... de toute façon, vous devez compléter tout cela avec les documents qui vous sont joints. Et moi, je vais essayer de vous trouver 2 ou 3 documents vidéo qui permettront d'aller plus loin. Voilà, bon courage à tous et à toutes. À bientôt.